Merci, merci Claire. Puisqu'on tire le bilan, je veux d'abord dire ma fierté d'être ici aux côtés de Marie et de Manon, qui ont porté, avec d'autres, avec leurs collègues, des combats qui nous font honneur et qui sont précieux dans la période que nous vivons et dans l'offensive face aux réactionnaires, face aux nationalistes, face aux racistes. Et donc je veux dire vraiment ma fierté d'être à vos côtés. Aujourd'hui, moi, évidemment, comme Laurent, je ne suis pas député européen, et donc je vais m'attacher plutôt au bilan de la période que nous vivons qu'au bilan des parlementaires européens sortants. Et la période que nous vivons, cela vous aura peut-être échappé, mais nous sommes dans une année électorale. Et donc, une campagne électorale qui s'ouvre, une séquence électorale, c'est le moment où on réfléchit collectivement dans une grande démocratie en fonction de la boussole de nos valeurs, à quelle réponse, comment on atteint un idéal en fonction de la réalité et des réalités de la période. Moi, je crois que la réalité de la période que nous vivons, c'est que le modèle néolibéral qui, ça a été dit d'ailleurs, qui conduisait la politique européenne, qui déterminait l'Europe, qui d'ailleurs était le modèle présenté comme celui ne proposant aucune autre alternative, a fait la démonstration de son obsolescence. Il l'a fait en réalité dès 2008, quand l'interventionnisme s'impose pour sauver le système bancaire. Il le fait, on le voit, face à la crise climatique. La main invisible du marché a fait la démonstration qu'elle était incapable de résoudre quoi que ce soit de la situation climatique, sociale, sanitaire dans laquelle nous étions. J'aurais pu parler également du Covid. Il n'est plus, le modèle néolibéral, un idéal fédérateur. C'est une première victoire. C'est un point d'appui indispensable pour nous qui défendons depuis toujours, c'est la construction de nos formations politiques, une autre orientation pour l'Europe et pour les pays qui la composent. Mais là où nous pensions depuis des années, et en réalité peut-être même depuis la campagne référendaire de 2005, que naturellement, si le modèle néolibéral s'écroulait, c'était le modèle écologiste, social qui l'emporterait, nous voyons qu'en réalité, il y a une bataille pour incarner ce que sera l'alternative à cet effondrement du modèle néolibéral. Aujourd'hui, la force en progression sur le continent, c'est la force néofasciste, c'est la force carbofasciste, c'est la force des nationalismes qui progressent partout. On voit ce qui s'est passé en Italie. Un sondage récent en Allemagne indique quand même l'AfD, je crois, à plus de 25%. Et donc on voit bien qu'il n'y a rien de naturel à ce que nous, la gauche et les écologistes, profitions de l'effondrement idéologique du néolibéralisme. Alors voilà pourquoi moi, et je dis pourquoi, on y viendra après sur les questions stratégiques, pourquoi moi j'ai une forme d'obsession de l'unité et d'obsession de cette réponse-là qu'on doit avoir entre nous. Et je ne veux pas entrer là-dessus. Parce que je crois que pour notre génération, la question n'est pas allons-nous remplacer le néolibéralisme par autre chose, c'est par quoi? Et est-ce que nous serons la génération qui verra un à un les pays du continent basculer vers l'extrême droite, y compris le nôtre, et qui verront donc une majorité s'installer en Europe à l'extrême droite, et même quand elle n'est pas majoritaire en siège, on voit bien que compte tenu de ce qu'est son hégémonie culturelle, compte tenu de sa capacité à entraîner les droites derrière elle, et y compris ceux qui étaient les chantres du néolibéralisme, on voit qu'elle impose ces thèmes et ces termes dans le débat public et dans les politiques publiques. Tu l'as dit sur la question migratoire, par exemple. Est-ce que nous serons la génération qui subira ça, ou est-ce que nous serons la génération qui construira un futur désirable pour le continent, pour les pays qui le composent, et qui construira un autre chemin pour deux choses? Et je termine par ça. D'abord, pour répondre aux urgences. Il y a aujourd'hui, nous ne sommes pas une génération qui peut se dire on a 20 ans pour faire quelque chose. Ce qui a pu être la génération de nos prédécesseurs qui disaient bon, après tout, c'est la démocratie, c'est l'alternance. Parfois on gagne, parfois on perd. Et puis 15 ans d'opposition, on prépare, comme ça quand on arrivera au pouvoir, ce sera vachement bien. Ce qui a rarement été le cas comme ça, hein, quand même. Faut se le dire. On ne peut pas être cette génération-là, parce que l'urgence climatique, vous l'avez vécu ici cette semaine, elle n'attendra pas que nous soyons prêts à assumer les responsabilités. Parce que l'urgence sociale, elle n'attendra pas que nous soyons prêts à assumer les responsabilités, parce que l'effondrement démocratique et la victoire des extrêmes droites partout n'attendra pas que nous soyons prêts. Ça, c'est la première raison pour laquelle il y a, à mon avis, une urgence à ce que nous menions ces batailles culturelles et politiques communes pour imposer un autre récit en Europe. Et enfin, parce que, y compris, je le dis en tant qu'Européen, en tant qu'amoureux de l'idée européenne, pour la génération de mes grands-parents, l'Europe, c'était l'idéal de paix. On pense ce qu'on veut, mais c'était ce qui a matricé, ce qui a conduit à créer la construction européenne. Après, il y a eu une promesse, bien trahie quand même, mais il y avait une promesse qui était la promesse de prospérité. Moi, je veux qu'ensemble, on arrive à construire une promesse européenne de justice climatique, de justice sociale et de respiration démocratique. Et je pense qu'on peut y parvenir.